Située dans l'océan Indien au sud-est de l'Afrique, Madagascar est la 4e plus grande île de la planète en termes de superficie. Il abrite près de 24 millions d'habitants, dont près de 70% en moins de 25 ans. Madagascar, terre promise, est une terre d'avenir et d'opportunités caractérisée par une identité culturelle unique et à fort potentiel. La grande île regorge de ressources naturelles endémiques et de gigantesques richesses minières et pétrolières. Et pourtant, depuis 57 ans d'indépendance, la population vit toujours dans une extrême pauvreté. Partout sur la grande île, en milieu rural comme en milieu urbain, les images des symptômes de l'extrême pauvreté sont insoutenables. Selon les derniers classements publiés par les organismes internationaux, Madagascar est aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres de la planète. Après le Soudan, le Malawi, le Burundi, la République centrafricaine, Madagascar occupe la 5e place des pays les plus pauvres du monde. Alors que les Comores se placent au 21e rang devant Madagascar. Plus de 90% de la population malgache vit en dessous du seuil de la pauvreté, avec moins de $1 par jour. Cela est dû à plusieurs facteurs. Économiques, social, politique et environnemental, notamment la dépréciation de la monnaie nationale. De 2013 à 2018, l'ariard est passé de 2700 à 4000 ariards. À l'heure actuelle, soit près de 45% de perte de sa valeur d'échange face à l'euro. Les récentes études menées sur l'histoire de Madagascar ont mis en lumière le paradoxe malagasy. Le seul pays au monde qui n'arrête de s'appauvrir sans jamais avoir connu la guerre. Dans le secteur de l'énergie, Madagascar ne produit que 320 MW d'électricité pour 25 millions d'habitants, dont seulement 15% en sont bénéficiaires. Pourtant, le pays dispose d'un potentiel énergétique de 7800 MW en technologie hydraulique. Avec un coût de kilowattheure allant jusqu'à 28 centimes d'euros,
Les Malagasy paient 2 fois plus le prix qu'en Europe sans l'électricité. Pareillement, le coût du carburant ne cesse d'augmenter. Et depuis les 4 dernières années, les prix à la pompe ont enregistré une hausse considérable. Or, le prix du baril continue de baisser constamment en 6 ans. L'inflation galopante atteint plus de 30% sur certains produits de première nécessité. Dans le domaine de l'agriculture, avec une population majoritairement agricole et vivant sur des terres fertiles jusqu'à la fin des années 70, Madagascar était le grenier risicole de l'Afrique et exportateur de riz. Or, en 2017, Madagascar importait près de 300 000 tonnes de riz alors que le pays possède 18 millions d'hectares de terres arables. L'agriculture doit être un levier de croissance pour le pays. Avec ses 5000 km de côte maritime, Madagascar pourrait devenir l'une des destinations de rêve pour le tourisme balnéaire. L'île Maurice reçoit près de 1 250 000 touristes par an, générant plus d'1,2 milliard de dollars, tandis que Madagascar ne perçoit que près de 700 millions de dollars pour moins de 300 000 visiteurs, selon les derniers chiffres officiels publiés. Avec une position géographique quasiment identique, la grande île ne reçoit ainsi que moins du quart du nombre de touristes visitant sa voisine. Madagascar connaît des facteurs de blocage qui persistent. La difficulté dans la mise en place d'une bonne gouvernance et de l'état de droit, des lourdeurs administratives, corruption généralisée, incohérence des textes et lois en vigueur, insécurité des personnes et de biens ou la perte de confiance en l'appareil judiciaire. Malgré le contexte économique difficile, des multinationaux ont en effet réussi à s'implanter au pays. Sur les secteurs concernés, celui des mines figure parmi les plus convoités. Il attire de grands investisseurs de classe mondiale. La grande île possède une forte potentialité de ressources naturelles et minières. Des millions d'hectares de terres fertiles, une population jeune. Avec la foi, rien n'est impossible. Dans un esprit de solidarité, nous pouvons construire et bâtir un avenir meilleur. Madagascar a plus que jamais besoin d'un nouveau souffle, d'un nouvel espoir. Conscient du retard accumulé depuis plus de 50 ans, le développement tant attendu et espéré par la population n'est toujours pas au rendez-vous. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé l'Initiative pour l'émergence de Madagascar, qui sera une plateforme de concertation rassemblant les experts nationaux et internationaux, des partenaires stratégiques et financiers, des fonds d'investissement et des personnalités engagées, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté, en vue d'apporter une solution concrète à chaque problème. L'IEM,
apportera des idées phares, des projets structurants comme moteur de croissance pour le développement des secteurs clés de l'économie et de l'épanouissement social afin de transformer notre vision en action. Nous sommes tous convaincus que Madagascar est une terre pleine de potentiel et que son peuple mérite un avenir meilleur. Et c'est tous ensemble que nous allons rendre possible l'émergence de Madagascar. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Tel que vous avez pu l'entendre dans l'intervention du Président, Madagascar possède de nombreuses ressources et présente de réelles opportunités, mais doit également relever de vrais défis. La vision exposée par le Président et ses objectifs sont clairs. Répondre aux attentes de la population de Madagascar en lançant résolument les grands projets structurants nécessaires au développement du pays. La réflexion menée depuis 4 ans, ainsi que les voyages réalisés par le Président et ses équipes, ont permis d'observer les différentes initiatives, les différents programmes mis en œuvre dans les pays d'Afrique ou d'Asie, présentant des problématiques similaires à Madagascar, et ce, dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, la pêche, le tourisme, les infrastructures, le secteur minier. Cette démarche, réalisée en ayant en permanence à l'esprit l'identification des bonnes idées, leur adaptation au cas particulier de Madagascar, nous permet d'être en possession d'un capital idées-solutions d'une grande richesse. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le lancement de l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Vous l'avez compris, l'IEM est une plateforme de réflexion et de concertation. Elle a pour objectif d'attirer tous les talents, toutes les bonnes volontés, d'écouter afin d'enrichir notre réflexion et être une force de proposition en vue de transformer la vision exposée en action, en projet, à la fois volontariste et réaliste. La démarche de l'IEM sera expliquée et déclinée au cours de forums, dont le premier se tiendra prochainement à Madagascar. De nombreux autres forums, selon les thématiques abordées, auront lieu bien évidemment à Madagascar, mais également sous forme de roadshow en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, aux Émirats arabes unis, afin d'identifier et attirer les partenaires pouvant aider à la mise en œuvre du projet structurant et concret. Les forums seront des lieux d'échange où chacun sera sollicité non seulement pour apporter ses idées dans l'adaptation et la réalisation des différents projets, mais également pour être à l'écoute de la population malgache, des entreprises, des investisseurs et comprendre les éventuelles difficultés ou freins qu'ils ont rencontrés par le passé dans la concrétisation d'initiatives. Ces échanges nous permettront donc également de recueillir leurs idées, fruits de leur expérience, afin que l'IEM contribue ainsi au développement du climat de confiance indispensable pour convaincre et attirer à Madagascar les partenaires nécessaires à l'implémentation des initiatives retenues. Lors du premier forum à Madagascar sera également présentée l'équipe de techniciens de haut niveau qui constituera l'ossature de l'IEM, des techniciens compétents, grands connaisseurs de Madagascar et de chacun des secteurs d'activité que j'ai évoqués précédemment. Ils seront les interlocuteurs techniques privilégiés du secteur privé, des investisseurs, des différentes institutions financières afin d'expliquer les besoins, les attentes et s'assurer du bien fondé des choix techniques retenus et définir les solutions les plus adaptées permettant la réalisation concrète et rapide de celle-ci. Enfin, pour ma part, je m'attacherai à ce que chaque société, chaque partenaire potentiel soit mis en contact avec les bons techniciens, les bons interlocuteurs IEM, et j'assurerai la coordination et le suivi de l'ensemble des grandes démarches lancées jusqu'à leur conclusion. Je vous remercie pour votre attention. J'invite maintenant Laurent Lamotte à s'exprimer. Laurent Lamotte, je rappelle que
Vous avez bien sûr été Premier ministre d'Haïti de 2012 à 2014. Vous connaissez donc bien sûr, les problématiques de développement économique. Voilà. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, un grand merci de m'avoir invité ce soir au lancement de cette initiative et toutes mes félicitations. En tant qu'Haïtien, je me sens très concerné par la situation que connaît aujourd'hui Madagascar. Car nos deux îles partagent des défis, partagent des enjeux et surtout des défis dans le domaine du développement durable. Nous avons des problèmes similaires, nous faisons face au changement climatique, à la lutte contre la pauvreté extrême et les inégalités. Donc, il nous faut des actions concrètes, des actions décisives pour vaincre ce genre de phénomène. Voilà pourquoi il est important d'avoir ce genre d'initiative, des initiatives concrètes qui viennent avec des projets, des solutions et pour être prêts le premier jour. De mon côté, comme Premier ministre d'Haïti, j'étais Premier ministre en 2012, après le séisme. Donc, j'ai dû faire face à la reconstruction d'Haïti. Quand même 250 000 morts, 500 000 blessés, une épidémie de choléra qui a atteint 800 000 Haïtiens et qui en a tué 8 000. C'était nos défis. Je vais ajouter pour cette initiative que pour développer un pays, vous allez avoir besoin de moyens, de ressources financières. La communauté internationale, oui, mais il faudra aussi dépendre de vos propres ressources. Les mines et tout. Mais le plus important, ce qui nous a aidés en Haïti, c'est le concept du financement innovant pour le développement, avec des micro-prélèvements qui nous ont permis de récolter pendant les 5 ans de mon gouvernement, du gouvernement Martelly, plus de 500 millions de dollars qui nous ont aidés avec des petits prélèvements sur des communications à haut volume qui nous ont aidés énormément. Donc ça je voudrais que ce soit ma contribution ce soir à cette initiative. Et je tiens à saluer le leadership du président, l'initiative qui certainement portera ses fruits pour le développement de Madagascar. Je vais maintenant appeler David Douillet à s'exprimer. Je rappelle que vous avez été ministre des Sports, ancien bien sûr champion du monde de judo. Non, vous avez été secrétaire d'État aux Français. Bonsoir Madame la Présidente, bonsoir Monsieur le Président, bonsoir chers amis, bonsoir Messieurs les ministres. Le plus important c'est d'être né, j'ai une chance incroyable d'être né dans un pays comme celui-là, comme est la France. Voilà. J'ai pu grandir sur les ailes protectrices de sa République. Et ça, vous connaissez l'histoire de France, c'est pas venu comme ça, d'un clin d'œil, c'est venu grâce à des grands hommes, dont un, qui est du siècle dernier malheureusement, mais un grand homme qui est Charles de Gaulle, entre autres. Et mon talent, mes qualités ont pu s'exprimer. Je pense que tout n'est qu'une histoire d'énergie, en réalité. L'énergie, vous en avez parlé. L'énergie, c'est la source de tout. La plus importante, c'est celle des hommes. Pour avoir parcouru, comme vous, le monde entier, avoir vécu 30, 40 ans d'histoire à travers différents régimes, à travers différentes situations, en tant qu'athlète, j'ai pu comprendre que tout ne résidait que dans l'humain, exclusivement dans l'humain. C'est la seule vraie richesse qui vaille, en réalité. Mais l'humain peut être dans de grandes difficultés, c'est ce que vous avez dit. Pour ça, il faut qu'il rêve. Pour qu'il rêve, évidemment, il faut qu'il mange à sa faim, qu'il boive à sa faim. Et ça sera tout votre talent et tout ce que vous avez dit, messieurs, mesdames, pour apporter cette première pierre à l'édifice. Mais le rêve que vous allez leur donner, à travers ces réflexions, à travers votre initiative, ça sera le rêve que aura eu une population comme la France après la guerre,
à travers un homme que vous devez être, que vous devez incarner. Et en réalité, vous allez devenir un créateur d'énergie à travers chaque personne de votre pays, avec une vraie fierté, avec une vraie envie. Grâce à ça, ils vont vouloir s'éduquer, ils vont vouloir comprendre, ils vont vouloir apprendre, ils vont vouloir servir ce pays. Et ça, c'est la chose la plus importante à faire comprendre à des individus, qui peuvent gagner ensemble, grâce à leur jeunesse, grâce à leur talent et grâce à leur énergie que vous aurez su faire émerger à travers ce que vous allez leur dire. Donc, ce que je vous souhaite, très sincèrement, et je le sens, j'ai rien préparé, je vous parle avec mon cœur, je pense que vous l'avez compris, vous avez ça en vous, je sais que vous êtes papa de 3 enfants, et que vous devez devenir le père de cette nation. Vous en avez la volonté, elle en a les richesses, et si je peux vous aider, on le fera, avec toute ma modestie. Merci, monsieur le maire. Et j'accueille maintenant Neina Andean-Soena. Bonsoir. Vous êtes bien sûr le président du groupe familial que vous dirigez depuis 2002. Aujourd'hui, il faut le dire, votre groupe, c'est un des fleurons de Madagascar. Vous êtes présent dans l'imprimerie, les produits chimiques, la banque et la presse. C'est à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est d'abord un très grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui. Durant plusieurs décennies, et le film le montrait tout à l'heure, on a assisté à la dégradation lente de l'environnement des affaires à Madagascar. Un délitement des mentalités, une généralisation de la corruption, une insécurité grandissante dont la justice vérolée, les harcèlements fiscaux ou douaniers ne sont que des signes parmi tant d'autres. Mais surtout, un manque de volonté politique. Un manque de volonté politique pour apporter des solutions pérennes dans le respect d'un minimum de règles déontologiques. Le paradoxe malgache qui nous a été présenté est celui d'un pays béni des dieux, que la classe politique locale égoïste a confiné au rôle d'un des pays les plus pauvres du monde. Triste score pour autant de richesses et de potentiel. Le secteur privé que je représente plaide depuis toujours pour un environnement sécurisé et sécurisant pour les investissements, une justice digne de confiance, une administration au service de ses citoyens. Le citoyen que je suis, lui, plaide pour la réduction d'une pauvreté choquante que vous avez pu constater. Ma famille et moi-même venons du monde des affaires et de la société civile et nous n'avons jamais été mêlés à la politique de près ou de loin. Ce qui n'a pas été précisé aujourd'hui dans ma biographie, c'est que je suis le père d'un enfant qui a été kidnappé le mois dernier en plein jour et en pleine ville. C'est le signe flagrant d'un État failli, un État qui manque à tous ses devoirs. Il ne peut pas y avoir de développement si un minimum de droits humains dont la sécurité des biens et des personnes n'est pas assurée. Monsieur le Président, ce n'est ni mon caractère, comme vous le savez, ni mon éducation que de verser dans la flagornerie. Mais je tiens aujourd'hui à vous remercier d'avoir eu l'initiative de réunir ce parterre de personnalités et de lancer votre initiative afin de présenter votre programme ambitieux et votre volonté ferme et affichée de conduire le pays vers le développement pour réduire la pauvreté dans le calme et la sérénité. Je tiens à vous remercier de m'avoir partagé les principes qui vont conduire votre action. La redevabilité envers vos citoyens, les principes de bonne gouvernance, rendre aux Malgaches leur fierté, ramener la confiance dans les institutions, faire de tout Madagascar un énorme chantier où il faudra tout reconstruire. Il faudra du courage et de la volonté pour y arriver. Je ne doute pas un instant, connaissant l'homme que vous êtes, que vous ne reculerez pas, pour le bien du pays et de ses concitoyens, mais aussi pour toutes les bonnes volontés qui voudront bien s'y associer. En particulier, les investisseurs qui trouveront une terre pour faire fructifier leurs investissements dans le respect des règles et des lois. C'est donc avec une conviction profonde et sincère que j'appuie votre initiative pour une émergence de Madagascar.
Et je vais tout d'abord inviter Monsieur Fulchand à venir s'exprimer. Bonsoir, vous êtes chef du département Afrique à l'International Trade Center. Vous développez des projets d'assistance technique et commerciale dans une cinquantaine de pays d'Afrique subsaharienne. Ces projets se concentrent particulièrement sur les petites exploitations agricoles et les micro-entreprises. Voilà, on vous écoute, monsieur. Et Monsieur le Président, Excellence, merci de m'avoir accueilli. Je représente aujourd'hui le Centre du commerce international. Donc le CCI, c'est une branche des Nations Unies, une branche conjointe des Nations Unies et l'OMC. Et par coïncidence, je viens de l'île Maurice et donc je connais très bien Madagascar. Donc je suis le directeur du bureau pour l'Afrique et comme Madame a dit tout à l'heure, on a beaucoup de projets qu'on exécute actuellement en Afrique, que ce soit au Burkina Faso, au Sénégal, au Togo. Mais l'essence même que je veux partager avec vous, c'est qu'est-ce que le CCI, qui est une branche des Nations Unies, qu'est-ce qu'on peut faire pour Madagascar. L'emphase qu'on met actuellement en Afrique, c'est la création d'emplois. C'est clair qu'en Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui sont en quête d'emploi dans des différents secteurs et c'est pas facile de trouver de l'emploi et aussi développer ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Je transpose ce problème sur Madagascar et là, je peux vous dire qu'on peut, au niveau du CCI, développer des projets à Madagascar pour la création d'emplois pour les jeunes. Ça, c'est un défi très important parce que les jeunes, ça représente l'avenir. Il y a beaucoup de créneaux de par les recherches qu'on a fait sur Madagascar, sur lesquelles on travaille beaucoup actuellement. Il y a par exemple le secteur des nouvelles technologies, le secteur de transbordement, parce que Madagascar peut être une plateforme entre l'Asie et l'Afrique. Il y a le secteur de l'habillement, le textile. Il y a énormément de potentiel que le CCI a découvert qu'on peut développer à Madagascar. Donc, moi, ce que je peux dire en quelques mots, c'est que nous sommes prêts, nous sommes disposés. D'ailleurs, Monsieur le Président a eu l'occasion de rencontrer Madame Arantxa récemment à Genève. Donc, on veut continuer ce dialogue dans le but de créer de nouvelles opportunités pour les jeunes, pour les femmes surtout. Au niveau des Nations Unies, on met beaucoup d'emphase sur l'autonomisation des femmes, des jeunes, parce que ça représente l'avenir et on a des projets similaires qu'on fait, que ce soit en Gambie, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de Mali, le Burkina Faso. On a des exemples concrets et comment on travaille beaucoup avec les bailleurs de fonds, comme l'Union européenne, comme la Finlande, comme les Pays-Bas. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir mobiliser ces bailleurs de fonds, proposer des projets concrets, développement des filières, création des opportunités d'entrepreneuriat pour les jeunes, surtout les jeunes femmes, renforcement de la capacité des institutions, renforcer le dialogue public-privé, parce que c'est très important que le développement du secteur privé soit le moteur du développement économique. Donc tout ça, le CCI le fait déjà dans plusieurs pays en Afrique et nous sommes très disposés à aider Monsieur le Président et cette nouvelle équipe à mettre tout ça en place pour créer un nouvel espoir pour les jeunes et les entreprises en Afrique et en Madagascar bien sûr. Merci. Adrien Clément, vous êtes un spécialiste des questions d'énergie solaire. Vous êtes président de France Territoire Solaire. Vous êtes le directeur général d'Orion Solaire. Et vous avez par ailleurs, je crois, conseillé le Mali sur ces questions. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, merci de m'avoir invité. Et je salue cette très belle initiative qui est aujourd'hui d'essayer de regrouper les meilleures idées pour Madagascar. Si vous le permettez, Monsieur le Ministre, je vais rebondir sur l'humain. L'accès à l'éducation passe nécessairement par l'électricité. Aujourd'hui, l'état des lieux, si on regarde juste Tana,
À Tana, vous avez 145 mégas d'hydroélectrique, dont seulement 92 mégas qui sont effectifs. À cause de la problématique d'étiage, en fait, uniquement 50% de cette capacité fonctionne toute l'année. Vous avez 137 mégas qui sont issus du thermique. Le thermique, aujourd'hui, 70% de cette capacité est en état de fonctionnement. Et donc, vous faites appel à des unités qu'on appelle d'urgence, agrico, à un tarif supérieur à 40 centimes d'euros. Ce tarif, il est beaucoup trop cher, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, et c'est inacceptable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on développe un marché électrique, il faut penser mix électrique. On ne peut pas faire uniquement de l'hydroélectrique parce qu'avec les problématiques d'étiage, eh bien, on a l'obligation de passer par le thermique et le thermique est beaucoup trop cher. Le concept de mix électrique, c'est associer un certain nombre d'unités de production électrique qui fonctionnent ensemble. Aujourd'hui, Madagascar a une chance extraordinaire où le soleil brille. Vous avez un réseau qui n'est pas présent partout, mais vous avez cette capacité d'installer un certain nombre d'unités de production électrique, dit de sites isolés, et le contexte mondial joue pour nous. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'installer des centrales solaires à moins de 10 centimes d'euros. Donc vous voyez, 4 fois moins cher que le thermique. Cette possibilité-là, elle est réelle puisque le solaire aujourd'hui, c'est la première unité de production électrique installée dans le monde. Plus de 150 gigawatts cette année. Le solaire, c'est, comme je vous l'ai dit, très compétitif. Donc, si j'avais un retour à vous faire, il y a une chose qui est très facile à mettre en place, c'est d'identifier une carte solaire, comme l'a fait l'Afrique du Sud, en identifiant un certain nombre de villes, identifier la puissance installée qu'on peut mettre par ville. Et là, vous mettez en place, comme en Afrique du Sud, un tarif d'achat. L'intérêt d'un tarif d'achat que vous avez mis en place, par exemple, en Afrique du Sud, c'est que les contrats sont déjà là. Vous mettez en place un fonds de garantie qui vient assurer, en fait, les paiements de l'électricité. Et vous pouvez installer un certain nombre d'unités de production, dites moyennes, de 1 à 10 mégawatts. Et en quelques mois, vous pouvez installer sur tout le territoire de l'électricité. Et l'électricité, c'est le développement, c'est l'éducation. Et donc l'humain passe nécessairement par ça. C'est très simple à mettre en place. Il n'y a qu'une volonté politique avec cette gouvernance où d'une seule voix, vous décidez ce développement. Et je vous souhaite uniquement que le soleil brille à Madagascar. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir Inde Larechi. Bonsoir. Vous êtes, je vous en prie, vous êtes une femme d'affaires, directrice générale du groupe PSK, c'est un groupe qui est basé au Maroc, à Casablanca. Votre groupe, il faut le dire, se spécialise bien dans la pêche industrielle et le poisson. Voilà, vous êtes une des seules femmes marocaines, je crois, dans ce secteur. C'est à vous. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai aujourd'hui le privilège et l'honneur de présenter l'exemple du secteur de la pêche en tant que levier de développement. Un exemple qui pourrait aussi servir à Madagascar. Avant 2009, le Maroc, avec une façade maritime de plus d'1 million de kilomètres carrés, aux caractéristiques biologiques avantageuses et une biodiversité des côtes, permettait au Maroc de disposer d'un vecteur stratégique de développement économique, parfois insuffisamment exploité. Avant l'année 2002, le secteur de la pêche maritime stagnait et était complètement désorganisé. La production ne dépassait guère le million de tonnes pour une valeur de 6 milliards de dirhams, à peu près 528 millions d'euros. La flotte comptait 1000 navires côtiers, 350 industriels. Enfin, le plus important, 400 000 emplois directs et indirects. Les résultats étaient bien entendu insuffisants et le secteur traînait des dysfonctionnements très inquiétants. Au niveau de l'exploitation des ressources à haute valeur marchande, des déséquilibres importants étaient apparus en raison de l'inadéquation pratique, la régulation de l'effort de pêche. Le résultat, l'effondrement de certaines pêcheries, notamment celle du poulpe, où 90% de la biomasse avait été détruite. D'ailleurs, c'est une période où on s'était arrêté 9 mois d'arrêt.
et l'absence de contrôle, bien entendu, a donné lieu à des dérapages alarmants en matière de pêche illicite. Et enfin, en 2009, c'est ce que je voulais partager avec vous, le Maroc met en place le plan Haliotis, une feuille de route pour développer durablement le secteur de la pêche dans le cadre d'une vision stratégique de modernisation à moyen et long terme. Donc pour ce plan halieutique, 3 axes majeurs en font la force. La durabilité, des quotas ont été fixés et les pêcheurs pratiquent désormais une pêche responsable. Tout aussi important, le partage des connaissances scientifiques avec les professionnels, d'où les périodes d'arrêt biologique, l'adaptation et la modernisation de l'effort de pêche. Les infrastructures portuaires se sont développées et certains ports du Sud sont devenus parmi les plus importants du royaume. Et la traçabilité est entrée dans les mœurs et conditionne désormais la commercialisation du poisson, puisque nous exportons sur l'Europe et le Japon. Les professionnels ont repris confiance et investissent dans le renouvellement de leur flotte. Donc les résultats obtenus constituent des acquis importants et motivants pour stimuler davantage l'action publique afin de rattraper les retards pris et de continuer à œuvrer pour la réussite du plan Haliotis. Aujourd'hui, il y a 500 000 emplois directs et indirects qui font vivre 3 millions, puisque en moyenne, un employé fait vivre 5 à 6 personnes. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 3 millions de personnes qui vivent du secteur de la pêche. Ce plan a réussi dans d'autres pays et au Maroc et bientôt à Madagascar. Bonjour, vous êtes directeur commercial diplômé en ingénierie et ça fait 25 ans que vous travaillez, je crois, dans le secteur de l'énergie, plus particulièrement les centrales thermiques à vapeur. Voilà, c'était vous. Bonsoir, monsieur, dame, monsieur le président. Je viens rappeler à tout le monde que ça fait maintenant pratiquement 3 ans que nous travaillons autour des centrales électriques, en particulier les centrales que General Electric fabrique. Pour vous présenter General Electric, c'est une multinationale qui représente 300 000 employés à travers 180 pays. On va parler essentiellement des produits de General Electric qui conviendraient bien pour Madagascar pour la production d'énergie électrique. Et là, je mets l'accent dans le domaine de la production d'énergie, essentiellement à travers 2 business de General Electric. Le premier, c'est le business power, qui veut dire énergie en français. Et dans ce business, la production d'énergie se fait à travers des moyens de production qui sont fabriqués à travers le monde dans différentes usines de General Electric et qui comprennent donc la ligne de produits vapeur dont on a évoqué l'existence. Dans cette ligne de produits, les produits vont d'une gamme d'environ 100 MW jusqu'à centrales nucléaires produisant jusqu'à 1700-1800 MW. Donc on est peut-être dans le domaine centrale nucléaire parce qu'il est plus adapté pour Madagascar, mais dans ce domaine de vapeur, on a des petites gammes de puissance de l'ordre de 100 à 150 MW qui conviendraient bien pour la production d'énergie à Madagascar. Et où c'est intéressant de regarder les centrales à vapeur, c'est pour leur fiabilité dans le temps et le coût de production d'énergie. Ensuite, on va passer par les centrales qu'on appelle des centrales à base de turbines à gaz. Les turbines à gaz ont des gammes de produits qui commencent à partir de 30-35 MW et qui vont jusqu'à 600 MW, où la turbine la plus puissante de cette gamme est installée dans le central de Bouchain, près de Paris, par EDF, et qui est enregistrée dans le livre de Guinness de records, puisqu'on atteint un rendement de l'ordre de 62,5%, qui est plus qu'honorable. Et donc les turbines à gaz, j'avais une anecdote qui pourrait être très applicable à Madagascar.
c'est l'utilisation des turbines de petite puissance en tant que moyen transitoire de production d'énergie pour lancer le développement de Madagascar. Et à ce titre, j'aimerais citer l'expérience qu'on a eue au Pakistan il y a une quinzaine d'années, où le pays faisait face à un manque de production d'énergie et ne permettait pas le développement rapide du pays. Et le gouvernement pakistanais, à travers l'équivalent d'EDF dans le pays, a décidé de louer des unités de production de basse puissance qui sont fournies sur des unités mobiles à bord des camions. Et ces unités sont mises en service en un temps record et commencent à produire de l'énergie. Je voudrais évoquer également la production de puissance par des moyens renouvelables que sont les éoliennes, où on a deux types essentiellement d'éoliennes onshore et offshore, dont les deux sont applicables pour Madagascar, parce que quelle que soit la vitesse de vent, on peut produire de l'énergie électrique en utilisant les éoliennes. Et j'aimerais également rappeler le moyen de production d'énergie par les moyens hydrauliques, où nous restons un des grands producteurs à travers le monde. Et enfin, remercier le président ainsi que son équipe qui a mené depuis maintenant 3 ans une action assez suivie que General Electric a pour produire de la puissance électrique à l'utilisation de Madagascar. Voilà, nous restons à votre disposition du mouvement pour aider Madagascar à décoller et à arriver à un niveau de production d'énergie électrique suffisant pour permettre son développement. Et nous serons très ravis et nous sommes très excités d'être à vos côtés. Je vous remercie. Nous allons maintenant accueillir le dernier intervenant, Monsieur Mancel, Jean-François Mancel, ancien énarque, ancien député, ancien secrétaire général du RPR. Je crois que sous votre présidence, le Conseil général de l'Oise a établi une forte connexion avec Madagascar, une île que vous connaissez bien. Monsieur le Président, Madame, cher David, Mesdames, Messieurs, chers amis malgaches surtout, j'ai eu la chance, c'est vrai, depuis 30 ans maintenant, d'avoir connu et aimé Madagascar. Pendant les 20 ans où j'ai présidé le Conseil général de l'Oise, j'ai initié et mené à bien un certain nombre d'opérations de coopération à Madagascar. Et puis, dans les 15 dernières années, comme rapporteur du budget du ministère des Affaires étrangères, puis de l'aide au développement à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, j'ai pu continuer de suivre Madagascar et d'essayer d'apporter, à chaque fois que c'était possible, le soutien de la France. J'ai pu aussi mesurer, pendant toute cette période, l'extraordinaire potentiel de Madagascar. Un potentiel naturel, mais aussi un potentiel humain. Et hélas, j'ai pu constater à quel point un mauvais pouvoir politique et de mauvais pouvoirs politiques qui se succèdent peuvent conduire à détruire progressivement, mais terriblement, l'extraordinaire potentiel naturel et le potentiel humain qui constitue Madagascar. En 2009, la ferveur populaire a provoqué une véritable révolution pacifique. Les Malgaches ont eu vraiment envie de changer parce qu'ils avaient trouvé en un homme celui qui leur redonnait confiance et avec lequel ils avaient envie d'accomplir le chemin du redressement. Je suis allé voir le président Radzoel et nous avons longuement parlé et j'ai découvert un homme qui était d'abord profondément passionné par son pays. Il avait véritablement Madagascar au plus fort de son cœur. J'ai découvert également un homme courageux, compétent et volontaire. Et pendant toute cette période, qui s'est déroulée de 2009 à 2014, et c'était bien d'en reparler tout à l'heure,
il a fait énormément de choses pour Madagascar qui n'avaient jamais été faites auparavant. Alors que pendant cette période, et là on peut un peu battre notre coulpe, la communauté internationale ne lui a pas facilité la tâche. À la fois en évoquant des principes désuets qui ne reposaient absolument pas sur la réalité malgache, mais également avec des sous-jacents qui étaient des intérêts politiques, économiques, diplomatiques, qui n'avaient rien à voir avec l'intérêt de Madagascar, mais qui évidemment collaient un peu plus avec les pays qui tenaient en main cette communauté internationale. Et hélas, sur la pression de la communauté internationale, il a été obligé de se retirer en 2014. Et là, on a vu le pire. On n'avait pas encore vu le pire, finalement, à Madagascar. Là, on a vu le pire, c'est-à-dire un régime politique qui a quasi totalement détruit ce qui pouvait encore rester à Madagascar. La corruption, l'échec économique total, la désorganisation sociale, et hélas, et ça c'est le plus dur à supporter pour nous, qui aimons Madagascar, la misère qui aujourd'hui caractérise la situation de la quasi-totalité des Malgaches. Voilà les raisons pour lesquelles il est temps de se réveiller. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les 4 années passées par notre ami André Radjoel dans sa réflexion, dans le travail qu'il a accompli en toute sérénité, avec toutes celles et tous ceux qu'il pouvait rencontrer, pour se préparer à la date où nous sommes, en quelque sorte, qui a vu commencer son périple à Madagascar il y a peu de temps, et qu'il poursuit ici avant d'aller rencontrer bien d'autres interlocuteurs à travers le monde. Il est capable, il est le seul capable aujourd'hui de redonner espérance au peuple malgache et à Madagascar. C'est la seule chose que j'étais venu vous dire, que j'étais venu lui dire, et c'est la raison pour laquelle je suis à ses côtés. Alors, tout à l'heure, je tiens tout d'abord à remercier tout un chacun et chacune de vous qui a bien voulu participer à l'intervention de tout à l'heure. Mais comme je disais, s'il y a un vœu à formuler en ce jour, ici, dans ce palais des Beaux-Arts, c'est que l'avenir radieux de Madagascar soit inscrit sur un tableau. Et alors, comme vous avez vu, il y a le logo de l'IUM qui a été peint avec un artiste malgache. Vous pouvez voir un peintre. Et c'est un plaisir pour nous et pour les malgaches et les artistes malgaches de vous les offrir.